Donc, merci d'être présent. Progressivement, peut-être des gens vont arriver. Merci de nous avoir suivis pour ce rendez-vous commun que nous avons organisé avec la FNTC et le CR2PA. Nous travaillons depuis quelques années ensemble et nous essayons de vous proposer, en dehors de nos activités, chacun des thématiques communes. Et c'est toujours très riche. Je suis désolée pour ma caméra, elle dure 10 secondes et après, je n'existe plus. Donc, vous voyez un écran noir, je suis vraiment désolée pour vous, ce n'est pas agréable. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les deux associations, ou qui n'en connaissent qu'une, on va présenter nos associations respectivement, puis après on va enchaîner, on est ensemble pendant 1h30. Il va y avoir 2 temps forts d'échange, les questions vont être formulées auprès de nos intervenants, et ensuite vous pouvez même à tout moment poser vos questions dans les chats, je les relayerai ou François-Luc m'accompagnera si jamais je rate une question, et bien sûr nos intervenants répondront avec grand plaisir. Donc la thématique aujourd'hui c'est la facturation électronique et l'archivage. Donc, c'est 2 thématiques, c'est 2 cœurs de métier qui vont ensemble pour nos 2 associations. Et donc, France Pascal, tu veux présenter la FNTC? Comme ça. Tout d'abord, bonjour à toutes et tous qui avaient décidé de diminuer la pause déjeuner pour vous nourrir de quelques nutriments, je dirais, juridiques et fiscaux. Je vous laisserai dire des choses différentes, Karine et Amélie. J'ai l'honneur de présenter la Fédération des tiers de confiance du numérique, la FNTC, qui désormais est plus que majeure puisqu'elle a été créée en 2001 et qu'elle réunit plus de 160 adhérents qui sont répartis sur toute la filière de la confiance numérique, qu'il s'agisse des éditeurs de logiciels, des prestataires de services de confiance, des tiers archiveurs, d'une part, mais également des clients de ces différents métiers. Il y a évidemment encore des startups, puisqu'elles sont plus ou moins incubées. J'aime pas le terme d'incubé, parce qu'incuber, c'est incubo, en italien, ça veut dire cauchemar. Non, elles sont portées pour devenir de belles plantes à partir de l'incubateur FNTC aussi. Et à côté de cela, donc autour de ces 160 adhérents, vous avez également justement tout un travail qui est fait autour de toutes les briques de la confiance numérique. Et Dieu seul sait que nous avons beaucoup d'actualités, que ce soit avec l'arrivée d'un règlement IDAS 2, avec de nouveaux services de confiance. Ça donnera sans doute lieu à des conférences à venir. Ça commence à faire quelques temps, mais les règlements d'exécution sont également en train d'être soit publiés, soit sont en cours d'échange autour du contenu. Donc, on travaille sur tout cela. On produit des guides, on produit des labels, différents éléments qui permettent justement d'essayer de mettre de la confiance là où elle a besoin d'être, c'est-à-dire dans le monde du numérique. Super, merci Pascal. Pour le CR2PA, François Delion va nous présenter l'association. Il faut que je lui donne les droits, François-Luc? Ou François, tu es bien là? En fait, c'est pas possible, il n'est pas intervenant. On peut pas passer. Ah, ok. D'accord. Est-ce que vous m'entendez en micro? Comment? À toi de jouer, Chantal, présente le CR2PA. Oui, c'est moi qui vous présente. Le CR2PA, c'est le club de l'archivage managérial qui a été créé il y a aussi quelques années, en 2012, je crois. Et notre objectif, c'est d'accompagner les entreprises à mettre en place un archivage managérial à valeur probante, on dit, ou probatoire. Pascal va me reprendre. Et nous échangeons avec nos pairs, pardon. Nous échangeons avec nos pairs régulièrement. Nous avons des livrables qui sont mis à disposition de nos adhérents. Nous avons un blog pour échanger. Et ce qui nous intéresse, c'est effectivement d'échanger avec d'autres associations qui ont des compétences que nous n'avons pas obligatoirement au sein de notre club pour justement fournir des travaux communs qui intéressent l'ensemble de la communauté. Donc, nous organisons des webinaires, des ateliers. Là, nous préparons notre AG qui aura lieu en fin d'année
autour de l'intelligence artificielle et des archives. Et donc, n'hésitez pas à suivre ce que nous faisons. Il y a des événements qui sont accessibles à tous et d'autres accessibles qu'aux adhérents. Donc, voilà les grandes lignes du CER2PA, mais n'hésitez pas à suivre sur notre blog ou sur notre site et nous serons ravis de vous accueillir et d'échanger avec vous. Donc là, le déroulé. Nous avons donc 3 intervenants que vous connaissez peut-être déjà pour certains, qui vont pendant 1 heure à peu près, 1h20 répondre aux questions que je vais leur poser. Nous avons travaillé ensemble sur le programme et n'hésitez pas à poser vos questions en fonction des thématiques qu'ils abordent. Nous verrons s'ils répondent, parce qu'il y a 2 temps forts, s'ils répondent à la fin du premier temps fort ou tout à la fin, voilà. Et donc, autour de cet écran, nous avons donc Amélie Fraisier, qui est responsable des partenaires stratégiques chez Security, avec qui nous travaillons régulièrement et toujours avec grand plaisir. Nous avons aussi Karine Aloul, qui est Compliance Manager Evancing Legal Expert chez Gedin. Pour ma part, c'est la première fois que nous travaillons ensemble et je suis ravie aussi. Et Pascal Agosti, qui est avocat associé au cabinet Caprioli et associé, que vous connaissez sans nul doute, parce qu'il écrit régulièrement, par exemple dans Usine Digitale ou sur les blogs, et c'est toujours très intéressant. Et ça, voilà, c'est des sujets qui nous intéressent particulièrement. On y va? Vous êtes prêts, messieurs, dames? Donc, nous allons parler de la facturation électronique et de l'archivage. Donc, tout d'abord, on va peut-être faire un rappel, parce que la réforme a été annoncé que ça allait être mis en place au 1er septembre 2026, mais il faut peut-être rappeler les impacts, qui est concerné, toutes ces étapes, le calendrier. Donc, Karine, dans un premier temps… Tout à fait, Chantal. On va faire ça. Merci, merci à vous de vous être connectés. Ravie de participer à ce webinaire en co-animation avec Pascal et Amélie. Donc effectivement, qui est concerné par cette réforme? Alors c'est assez large cette réforme, c'est toute entreprise qui est assujettie à la TVA et établie en France. Mais ça englobe même certaines entreprises qui sont sous un régime spécifique, comme les entreprises qui bénéficient d'une franchise en base. Elles vont être concernées par cette réforme. Également les micro-entreprises, les micro-entrepreneurs, les auto-entrepreneurs. Donc, c'est assez large en termes de périmètre. Il y a d'autres entreprises, même si elles sont assujetties à la TVA, mais elles exercent elles effectuent des opérations qui sont exonérées de TVA et dispensées de factures. Elles, par contre, elles sont exclues pour ces types d'opérations. C'est toutes les prestations et opérations qui sont listées à l'article 261 à 261E du Code général des impôts. Pour exemple, c'est des prestations qui peuvent être effectuées dans le domaine de la santé, de l'enseignement et de la formation. Mais c'est vraiment une réforme qui impacte une grande majorité des entreprises françaises assujetties à la TVA. Il y a donc les entreprises qui sont concernées, mais quel flux est concerné? Donc les flux concernés, c'est ce sont tous les flux de factures B2B domestiques déjà, c'est-à-dire un fournisseur français qui va facturer un client français, mais également les factures B2B internationales qui sont à la fois des factures de vente ou d'achat, des livraisons intracommunautaires ou des acquisitions intracommunautaires au sein de l'Union européenne, mais également ça peut être aussi des prestations de services à l'international. Donc c'est assez large. La seule exclusion, c'est tout ce qui est importation en dehors de l'Union européenne qui sont exclus de cette réforme. Et ensuite, c'est également le flux B2C, c'est-à-dire un fournisseur professionnel qui va facturer un particulier ou une personne morale non assujettie à la TVA, par exemple une association une association à but non lucratif de la loi 1901. Donc c'est en termes de flux et de périmètre, c'est large également. Et il y a 2 volets qu'on analysera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Il y a 2 volets au niveau de cette réforme. Il y a un volet, ce qu'on appelle e-invoicing. Il va y avoir un recours obligatoire à la facturation électronique pour le flux B2B domestique, donc du flux France to France, fournisseur français vers client français. Et il y a tout un volet sur du e-reporting
pour tout le flux B2B international et B2C. Alors, le e-reporting, on vous l'expliquera en quelques mots tout à l'heure, mais le e-reporting, pour tout le flux B2B international ou B2C, il n'y aura pas forcément tout de suite un recours obligatoire à la facturation électronique, mais il y a une obligation de déclarer certaines données à l'administration fiscale et avec certaines contraintes à côté. Alors, l'objectif de cette réforme, le premier objectif, et c'est un petit peu la réalité dans tous les pays de l'Union européenne qui se mettent progressivement au recours obligatoire à la facturation électronique, c'est de lutter contre la fraude à la TVA. Et on a un gap de TVA non perçu. Donc, c'est vraiment le premier objectif de cette réforme. Et à terme, c'est de parvenir en quelque sorte à ce que vos déclarations de TVA, vous, entreprises qui déclarez la TVA, soient pré-remplies, comme c'est le cas aujourd'hui à titre individuel que vous recevez votre déclaration d'impôt, c'est pré-rempli. Mais ça ne vous en désengage pas de déclarer et de remplir et de faire vos déclarations CA3. Ça, c'est maintenu en tous les cas un certain temps. Les déclarations CA3 ne sont pas supprimées avec cette réforme. Donc, voilà un petit peu le cadre qui est concerné par cette réforme et quels sont les flux concernés par cette réforme. Par rapport au calendrier, c'est bien pour l'instant au 1er septembre 2026. Il n'y aura pas de changement. Alors, pas de changement. Ça a été reconfirmé à la communauté des relais. C'est une organisation sous l'égide de l'AIFE, de la DGFiP et du ministère des Finances qui convoque l'écosystème 2-3 fois par an. Ça a été confirmé donc le 8 juillet. Nous sommes toujours au 1er septembre 2026, c'est-à-dire toute entreprise recevant des factures doit être en capacité de les recevoir électroniquement à partir du 1er septembre 2026. Donc, c'est toutes les entreprises, que ce soit des grandes entreprises, des entreprises de taille intermédiaire, des PME ou des TPE. Par contre, en émission, ça va se faire en 2 phases, en 2 temps. Il y a 2 déploiements. Le premier déploiement va intéresser donc au 1er septembre 2026 les grands fournisseurs, les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. Et il y aura une deuxième vague de déploiement 1 an plus tard, au 1er septembre 2027. Et ça concernera les fournisseurs émetteurs de flux qui sont dans la catégorie des PME, TPE. Mais ce calendrier est donc bien maintenu et rappelé à plusieurs reprises par les instances de Bercy. Alors, il y a des règles, oui. Vas-y, non, vas-y. Non, il y a peut-être des questions déjà. Je pense que c'est intéressant de le dire là. Ouais. Est-ce que les associations sont assujetties sont-elles concernées si elles sont assujetties à la TVA? Oui. Oui. Ouais. Comme tu présentais un peu les cas de figure. Voilà. Voilà. Oui. Donc ça, c'est pour le calendrier. Après, peut-être on va rentrer dans le vif du sujet en quelques lignes sur les contraintes et les règles applicables. Donc, je te laisse parler, Chantal. Non, vas-y, Karine, je te coupe pas. Donc, le processus de traitement des factures dans le cadre de cette réforme va faire intervenir un certain nombre d'acteurs. Donc, vous avez les acteurs principaux, les assujettis, que restent les vendeurs et les acheteurs, fournisseurs, clients. Mais il y a une notion il y a un nouvel acteur qui rentre dans cette réforme et qui a un rôle prépondérant. C'est ce qu'on appelle, alors anciennement, les plateformes de démat partenaires, PDP, qui viennent d'être renommées cet été en plateforme agréée. Donc, pour pouvoir transmettre vos factures qui sont soumises à l'obligation de recourir à la facturation électronique, vous allez devoir obligatoirement passer en émission et en réception et choisir donc une plateforme agréée. Aujourd'hui, il y a une centaine de plateformes agréées sous réserve qui vont recevoir leur immatriculation définitive d'ici la fin de l'année. Et donc, c'est le seul moyen de pouvoir traiter vos factures domestiques. Il est obligatoire d'adhérer à une plateforme agréée. Et également, pour déclarer vos flux B2B internationaux et B2C, il faut passer par une plateforme agréée. Et dans le cadre de cette réforme, c'est que lorsqu'on est en flux B2B domestique, donc on a vraiment l'obligation de recourir à la facturation électronique. À partir du flux
On verra qu'il y a des formats à respecter. À partir de ce flux de factures, il va falloir transmettre à l'administration fiscale un certain nombre de données qui va permettre justement à court terme, moyen terme, de pré-remplir vos déclarations de TVA. Donc, c'est un certain nombre de données en en-tête, et c'est des données d'en-tête et de pied de facture au démarrage de la réforme à partir de 2026 et à compter de 2027, la cible. Il y aura également des données de ligne. Donc, c'est ce qu'on appelle le flux 1. Et qui est-ce qui va récupérer ces données? C'est le portail public de facturation qui est concentrateur de données, qui va récupérer tout le déclaratif, que ce soit pour le flux 1, pour le flux domestique, mais également pour le flux e-reporting pour le B2B international et B2C. Il va être concentrateur de données, il va centraliser toutes ces données qui ensuite seront transmises en bout de chaîne à l'administration fiscale. Super, merci Karine. Alors là, on va rentrer dans une autre partie avec Amélie. Qu'est-ce qui change actuellement par rapport à actuellement? Qu'est-ce qui va se passer? Karine a commencé à aborder le e-voting et le e-reporting. Tu vas peut-être rentrer plus dans les détails, Amélie. Quelles sont les obligations pour les factures émises et reçues à l'international? Parce que c'est une problématique qui se pose pour beaucoup d'entre nous. Et comment choisir alors sa plateforme agréée? Quand nous avons commencé à préparer ce sujet, ça ne se fait pas comme ça. Donc, il y a une évolution de vocabulaire en Europe et à l'international. Est-ce qu'il y a des règles? Amélie, à toi. Alors, bon, Karine est déjà passée, elle a déjà fait une grande explication du sujet en général, mais pour reprendre, peut-être pour faire un petit peu une conclusion, ce qui va changer, c'est que le PDF, les factures par mail, les factures en papier, les factures à aller chercher sur un portail fournisseur, les factures que l'on dépose sur un portail client, c'est fini. Voilà, tout ça c'est fini, ça n'existe plus. Vous aurez donc, comme vous l'a expliqué Karine, une plateforme agréée, une ou plusieurs, qui vous servira à envoyer vos factures et à les recevoir. De quelles factures on parle? Ça, vous l'avez compris, celles qui s'échangent entre assujettis à la TVA en France. D'accord? Et donc, ça veut dire, c'est là où, dans votre projet, il faut prendre conscience de tout cela. Ça veut dire que vous allez avoir une plateforme qui va servir à envoyer les factures de B2B domestique, qui va servir à en recevoir. Cette plateforme, vous commencez à le comprendre, il faut qu'elle soit connectée avec vos outils internes de facturation, de comptabilité, parce que tant qu'à faire, ça va permettre une automatisation. Ok? C'est là où je vous dis que parfois, on peut choisir, on peut voir l'intérêt de choisir plusieurs PA. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que j'ai 2, 3 logiciels de facturation et que chacun d'eux a déjà fait le boulot d'intégrer une plateforme agréée. Et donc, je décide, pour faciliter mon projet, puisque les intégrations ont été faites à 100% et que je vais pouvoir tout faire depuis mon logiciel de facturation, je choisis la plateforme agréée qui m'est proposée par mon éditeur de logiciel. Voilà, ça va. Ça, c'est un changement, mais qui finalement n'en est pas un parce que vous travaillez actuellement sur vos logiciels en interne et vous allez pouvoir continuer à le faire si ceux-ci vous proposent des plateformes agréées qu'ils ont intégrées. Ensuite, il va se poser la question des factures B2C. Vous en envoyez, si c'est le cas, ou des factures à destination de l'international. Ces factures-là, les clients particuliers ou les clients à l'international, la plateforme agréée, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas ce que c'est et ils ont encore moins l'obligation d'en avoir une. Okay? Donc, ça veut dire que vous allez quand même avoir une partie de vos factures, que ce soit des factures sortantes ou que ce soit des factures d'achat qui proviendraient de fournisseurs étrangers, qui vont continuer à arriver comme elles arrivent aujourd'hui. Potentiellement, un PDF envoyé par mail, envoyé par courrier. Donc là, il faut à un moment donné que les données en tête et pied de page de ces factures, à minima, puissent être rebasculées vers votre PDP pour que celle-ci puisse faire le e-reporting, d'accord? Donc, puisse déclarer toutes ces factures à la DGFiP, d'accord? Donc, ça, c'est important.
Alors comme ça, vous êtes en train de vous dire, ah ben non, mais ça, c'est pas marrant, il va falloir gérer des factures ici, puis des factures là-bas dans la PA. Alors vous vous doutez bien que les plateformes agréées mettent en place des systèmes pour centraliser vos flux, qui vous permettent de traiter et les flux domestiques, B2B domestiques, et les flux internationaux et vers des clients particuliers. Donc, si vous avez cet écosystème-là, il est important que dans vos critères de sélection d'une plateforme agréée, vous vérifiez bien que ce soit disponible parce que ça va vous simplifier la vie. Okay, donc, voilà les petites choses qui vont changer. Mais ce qui va changer le plus pour vous, c'est que c'est une réforme fiscale et que la réforme fiscale, elle s'adresse aux assujettis à la TVA. Donc, c'est une réforme qui vous impose de vous mettre en conformité. C'est une réforme où, effectivement, il y a ce nouvel acteur qui est la PA qui va vous aider, qui va répondre au volet technique. Mais le volet fiscal, c'est bien à vous, avec vos logiciels de facturation, dans vos process internes, qu'il va falloir les mettre en place. Des cas d'usage, on ne fait plus apparaître sur une seule facture de l'achat et de la vente. Alors, ça paraît logique pour certains, pour d'autres non. Dans certains secteurs d'activité, il y a des factures avec de l'achat et de la vente sur la même facture. Ça n'est plus possible. Il y a comme ça des petits changements. Ceux qui vont pouvoir vous renseigner le mieux sur ces sujets, ça va être, si vous êtes accompagné d'un expert comptable, ça va être par exemple vos juristes ou bien aussi vos éditeurs de logiciels qui normalement ont pris conscience de la réforme, ont mené les développements nécessaires pour eux-mêmes être conformes, puisque Karine vous le disait, la réforme, elle introduit des nouvelles données qui vont devenir obligatoires sur les factures. Le sirène, par exemple, normalement, on le met, mais ce n'était pas obligatoire. Là, ça devient obligatoire. Donc, il faut vous rapprocher de vos éditeurs de logiciels, discuter avec eux parce que c'est la première étape. Choisir votre PDP, mettre en place votre projet. Si votre éditeur de logiciel n'a pas la capacité de produire les bonnes données, de savoir les extraire en données structurées pour automatiser l'envoi de ces données dans la PDP, à un moment donné, vous allez être soumis à du dépôt manuel ou de la saisie de factures sur votre plateforme agréée. D'accord? Donc ça, c'est les choses qui vont changer. Je ne doute pas que la majorité d'entre vous, vous en ayez déjà conscience. Et si ce n'est pas le cas, hâtez-vous. Parce que c'est dans moins d'un an. Et que quand il y a des projets informatiques derrière, on sait que ça peut prendre quelques temps. Donc voilà ce qui va changer. Les obligations pour les factures émises et reçues, je vous les ai dit. La seule obligation, c'est qu'il faut que la PDP, elle puisse, à une période qui est régie par votre régime d'imposition, les envoyer à la DGFiP. Donc, il faut que ces données, à un moment donné, elles arrivent sur la PDP, soit de manière automatique, depuis vos logiciels, soit la plateforme agréée que vous allez choisir vous permettra potentiellement de les saisir à la main. D'accord ? Et puis, la dernière question qui avait été posée était, peut-on choisir sa PDP en Europe hors France? Alors, il faut savoir que, excusez-moi, je continue à dire PDP, c'est une mauvaise habitude, la plateforme agréée. Donc, peut-on choisir sa plateforme agréée en dehors de la France? Alors, il faut savoir que les plateformes agréées, elles ont dû déposer un dossier, on appelle ça un dossier d'immatriculation, pour justement avoir cet agrément de la part de la DGFiP. Donc, vous imaginez bien, puisque on va parler ensuite d'archivage, donc vous connaissez un petit peu aussi le système de certification dans l'archivage, mais on doit répondre en tant que plateforme agréée à toute une série d'exigences. Voilà. Une exigence, ça va être par exemple avoir la certification sur la sécurité de l'information, donc la ISO 27001. Une autre exigence est que si, en tant que plateforme agréée, nous ne disposons pas de nos propres data centers. Donc, ça veut dire que nous externalisons l'hébergement de notre solution. Il faut que nous l'externalisions chez un acteur qui soit Secnum Cloud. Secnum Cloud, c'est une qualification française qui est dirigée par l'ANSSI et ça garantit la sécurité, la confidentialité, mais aussi et surtout la souveraineté des données. Ça garantit que vos données ne puissent pas être réclamées dans le cadre de réglementations extra-européennes. D'accord? Donc,
Une fois que je vous ai dit ça, la réponse à la question, elle va vous apparaître au loin, normalement. Peut-on choisir sa PDP en Europe? Oui, d'accord. Mais à partir du moment où soit la PDP, elle a ses propres data centers et elle a la ISO 27001, ou alors elle a externalisé son service d'hébergement et ces data centers sont chez un prestataire qui, là, pour le coup, sera français avec la qualification Secnum Cloud. OK? Hors Europe, c'est la même histoire. L'important, c'est où sont les données. D'accord? Et je pense que j'ai répondu à toutes les questions que tu m'as posées au début, Chantal. Tout à fait. Ben, merci, c'était très clair et très pédagogique. On voit bien l'importance du choix de la plateforme agréée. Merci d'avoir reprécisé les contraintes et voilà. Parce qu'on peut se faire, les éditeurs peuvent nous dire si, vous inquiétez pas. Il faut qu'on ait un point de vigilance quand même pour bien choisir la bonne plateforme. Alors maintenant, la Pascal. bonne plateforme ou les bonnes plateformes. J'insiste là-dessus parce que aujourd'hui, c'est le temps presse. Quand on a des éditeurs qui ont déjà fait des efforts de développement, etc., ben, c'est vrai que ça va considérablement réduire le temps de mise en place du projet informatique qui doit s'accompagner, comme on l'a dit, du projet métier. Et du coup, c'est intéressant de regarder les travaux de la FNTC puisque vous travaillez dessus et vous êtes vigilant. Donc, c'est un bon interlocuteur si on se pose des questions. Et puis, du FNFE aussi, le Forum national de la facture électronique est une bonne source d'information. Donc, il y a beaucoup d'endroits. Et si vous démarrez dans la réforme que vous connaissez pas, pour revoir les bases, je vous recommande la page Je passe à la facturation de impôt.gouv. Et vous avez un premier niveau, je passe à la facturation, un petit peu tout ce que Karine vous expliquait, les formats, quel flux, qui, quoi, comment. Puis vous avez un niveau un petit peu plus technique, j'approfondis avec là les normes AFNOR, etc., comment construire son format, plein de choses. Donc, c'est une bonne source d'information. Oui, merci pour les références. Alors Pascal, que se passe-t-il si ma plateforme agréée n'obtient pas le renouvellement de son agrément? Est-ce que si je ne me mets pas en conformité, quels sont mes risques? Parce que là, on va parler de risques. Et quels documents fournir en cas de contrôle? C'est très étonnant que ce soit un avocat de parler de tout ça. Tout d'abord, par rapport aux personnes qui sont là, et pour reprendre ce qu'ont dit Karine et Émilie, je dirais, pour paraphraser une série qui a bien marché dans les années 2010, Tax Reform is coming. C'est-à-dire que là, nous sommes sur un moment qui est important. Je sais, pour échanger avec de nombreuses personnes avec qui je travaille habituellement, que justement, le choix d'une plateforme agréée n'est pas encore forcément acté. Je pense qu'il est urgent maintenant d'avancer sur ces questions et par rapport à ça, ce qu'on peut faire, c'est donner quelques repères. Tout d'abord, une question qui n'arrivera que plus tard. Que se passe-t-il si ma plateforme agréée se voit retirer son immatriculation? Alors déjà, dans quel cas une plateforme agréée se voit retirer son immatriculation? Lorsqu'elle ne remplit plus les exigences relatives à l'obtention du numéro, en cas de défaillance grave, c'est-à-dire si je ne produis pas les rapports d'audit qui seront demandés au moment du renouvellement, 5 mois avant la date d'expiration, en cas de rapport d'audit incomplet et sans mesure correctrice. Et je dirais par rapport à ça qu'on est sur quelque chose qui semble logique. Si je ne suis pas les fourches codines des décrets et arrêtés d'octobre 2022, eh bien, je risque de me retrouver avec une plateforme qui ne sera plus agréée au sens de la DGFiP. Alors, vous allez me dire, mais c'est bien beau tout ça, maître, mais dites-moi, qu'est-ce que ça a comme impact pour moi? Ce que ça a comme impact pour vous, c'est que ces plateformes sont là pour vous assister dans le cadre du respect de vos exigences fiscales
en matière de TVA et en matière de facturation électronique, tout simplement. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez avec une plateforme qui n'est plus agréée, vous ne respectez plus vos exigences en la matière. Alors, ça ne sert à rien de paniquer en tous les sens. Les plateformes qui ont subi le process d'agrément, qui attendent leur immatriculation, sont des plateformes pour la plupart sérieuses. La plupart. Ce qui sera intéressant pour vous, c'est de voir et d'étudier un petit peu ce qu'elles vont vous proposer dans ce cas totalement hypothétique du retrait de l'immatriculation. Est-ce que vous allez vous retrouver, notamment, et c'est ma partie, avec un contrat digne de ce nom là-dessus? C'est-à-dire un contrat qui vous permettra de prévoir, et bien justement, tout ce qui va concerner l'information autour de ce retrait d'agrément, c'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas devant le fait accompli. 2, assurer la migration des factures ou leur transfert vers la nouvelle PA que vous allez sélectionner. Et, je dirais, les mesures de sécurité qui sont attenantes pendant cette période que je dirais trouble. Donc, c'est ça, ce sont des choses qui doivent être prévues. Hélas, ces éléments, c'est-à-dire que je vous ai parlé du décret de l'arrêté d'octobre 2022, on donne les conditions du retrait de l'immatriculation. Dans ces mêmes décrets et arrêtés, il n'y a pas les conséquences du retrait de l'immatriculation, hormis le fait de ne pas pouvoir continuer pour le prestataire à prester et pour l'assujetti à être en règle avec le fisc. Donc, ce qui est intéressant, c'est justement de voir le soin apporté par chaque prestataire en ce sens, dans cette zone grise pour l'instant. On va peut-être se retrouver avec des textes qui vont venir ultérieurement parce qu'on sait très bien que la DGFiP on va peut-être se retrouver avec un BOFIP qui viendra, le bulletin officiel des finances publiques qui viendra préciser les conséquences du retrait de l'immatriculation, ou bien dans un travail plus réglementaire, dans peut-être le livre de procédure fiscale ou dans une annexe au CGI, du Code général des impôts. Mais pour l'instant, cette question n'est pas réglée, en tout cas dans les textes juridiques. Ça, c'est un premier point. On a posé la question, mais quelles sanctions? Les sanctions, comme vous l'avez compris, c'est déjà de ne plus respecter ces exigences fiscales. Amélie et Karine vous l'ont bien dit, on doit passer par une plateforme agréée pour être en conformité. Donc, qu'est-ce qui se passe si je n'ai plus cela? Déjà, je me suis mal débrouillé. Je n'ai pas vérifié ce que je viens de vous dire. Et dans ce cadre-là, eh bien, en cas de contrôle fiscal, la question qui peut se poser, c'est l'assiette, savoir si on peut s'appuyer sur des données, des pièces justificatives qui seraient ainsi fournies. Pièces justificatives, c'est la facture ou autre. Facture avant et après justement le retrait de l'immatriculation. Le retrait de l'agrément, je veux dire. Pardon. Donc, ça, c'est une première sanction forte, c'est le doute en cas de contrôle fiscal. Donc, il va falloir travailler sur cet aspect. Pour moi, c'est un élément important. Après, vous avez des articles qui ont été intégrés dans les différents textes fiscaux. Un article 1788D dans le CGI qui nous dit que, par exemple, dans son point 1, qu'il y a des amendes égales à 250 € par transmission, sans que le total puisse être supérieur à 15 000 € pour toutes les personnes qui ne pourront plus respecter les articles 290 et 290A du CGI, qui parlent de reporting et du reporting dont on vient de parler. Pour un opérateur de démat, pour une plateforme agréée, on a aussi des amendes de 750 € par transmission si on ne peut pas faire, encore une fois, ce reporting. Donc, vous voyez bien que, sans dépasser les 45 000 €. Donc, vous voyez bien qu'à
à côté de cette sanction que je considère comme une sanction massue qui est l'incertitude sur le contrôle fiscal, vous pouvez avoir des amendes fiscales qui seraient également liées à cela. Pour l'assujetti, comme pour la plateforme agréée. Vous en avez d'autres, 1788 du CGI, où là, on voit également que on se retrouverait avec les mêmes sanctions si on le refait 3 fois en 2 ans. Donc, si on se retrouve toujours moyen sur 2 ans. Donc, là, on se retrouverait avec une amende qui ne saurait dépasser 60 000 €. Voilà, donc si vous voulez, on en est là au niveau des sanctions. Et idem en cas d'omission ou de manquement sur les factures, là on est sur l'article 1737 du CGI. Si l'assujetti ne peut pas émettre de facture sous une forme électronique dans les conditions prévues à l'article 289 bis, donc la facture et le e-reporting, on se retrouve avec des amendes de 15 € par facture, avec un montant qui ne peut être supérieur à 15 000 €. Et là aussi, vous l'avez compris, ça serait en cumul avec les autres amendes. Hein, d'accord? Donc, vous le comprenez, on est sur quelque chose où on ne doit pas négliger la sélection en amont. La sélection en amont, il va falloir voir que la plateforme agréée respecte bien tous les éléments nécessaires à son immatriculation et à la conservation de son agrément dans le temps, d'accord, ça c'est une chose. Mais pour vous qui êtes des clients, c'est aussi de vous assurer du sérieux si ça se passe mal. Et les personnes qui travaillent au sein de la FNTC, et Karine et Amélie en font partie, mettent toujours un point d'honneur à être sérieux jusqu'au bout. Donc, ces éléments seront toujours présents. Donc, c'est, encore une fois, vous avez compris, hein, conforme à la réforme, mais aussi conforme à la continuation d'activité vis-à-vis de l'administration. Quel document fournir en cas de contrôle? Eh bien, je vais avoir une réponse qui est une réponse de Normand, qui va dire la chose suivante: ce que la direction de la vérification fiscale à l'échelle nationale va bien vouloir vous demander. Alors, il y a les éléments qui vont être plus ou moins souples. Pour les plateformes agréées, ils vont devoir ressortir le rapport d'audit et tous les éléments qui ont été demandés au moment de l'immatriculation. Ça, c'est pour les plateformes. Mais pour vous, de votre côté, du côté des assujettis, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le contrat et ses annexes. Ça va être des éléments qui vont démontrer que justement le projet a été mené avec la démonstration pour les éléments de sécurité et pour la survie, je dirais, des factures dans le temps, même en cas de changement de prestataire et de plateforme. Donc, c'est ça qui va être demandé. Des bonnes factures qui vont répondre aux exigences, mais ça, je dirais que c'est basique. Ça fait partie, pour ceux qui ont déjà subi un contrôle de la DVNI, ils se retrouvent avec la liste un petit peu à la Prévert de ce qui est attendu. Mais vous avez toujours des surprises. Donc, je recommande une certaine souplesse par rapport à ça et surtout de bien documenter. C'est un projet informatique qui est important pour les comptabilités informatisées de chaque entreprise, je pense. Je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez… Maintenant, c'est peut-être le temps des questions. Non? Alors, François-Luc ne m'a pas relayé de questions. Donc, on va pouvoir continuer, puisque c'est dans la poursuite de ce que tu viens de dire, Pascal, par rapport à la documentation. On va aborder la thématique de l'archivage, qui nous rassemble aussi aujourd'hui. Et Pascal, est-ce que c'est une obligation d'archiver? Si oui, pourquoi? Quels sont les risques? Bon, ça va être des choses que tu as déjà abordées. Et quelles sont les exigences à avoir par rapport à l'archivage? Est-ce qu'il y a des exigences nouvelles? Est-ce qu'on applique déjà ce qui existe? Ou quels conseils nous donnerais-tu ou recommandations? Déjà, j'ai pas de pour, parce que tous les points, ce sont les angles morts de la réforme fiscale. On a la chance d'avoir des prestataires, des plateformes qui sont autour de la table ici, qui travaillent tant sur le volet facturation électronique que sur d'autres aspects comme l'archivage ou autres.
Et ce qu'il y a d'important, ben justement, c'est d'être conforme à la réforme, mais aussi de répondre aux besoins dans le temps de chaque assujetti. Et je pense que les contrats qui sont mis en place avec brio par les adhérents de la FNTC répondent à ces exigences. Donc, est-ce qu'on doit archiver? Est-ce qu'on doit archiver une facture qui pourra nous être utile dans un débat fiscal? Oui. Est-ce qu'on doit le faire dans le cadre de aussi une facture? La facture, c'est un document protéiforme. Il a, OK, on parle ici du volet fiscal, mais on utilise aussi beaucoup les factures dans le cadre d'un litige commercial. On les garde pendant 10 ans et elles sont là pour démontrer la réalité d'une transaction et de telle façon qu'on ne se fasse pas taper dessus en disant, bah, écoutez, vous avez une prestation, par exemple l'achat d'un ERP, et je n'ai pas les factures correspondantes. Si je n'ai pas les factures correspondantes, je ne peux pas justifier du préjudice. C'est arrivé plein de fois. Il y a des fois où je me suis retrouvé avec des décisions que j'ai vues, où je n'ai pas plaidé, hein, des décisions que j'ai vues, où on se retrouvait avec des clients, des personnes à qui les juges donnaient raison, mais qui avaient raison juste sur le fond, puisqu'ils n'avaient pas remis les factures correspondantes. Donc, en gros, il y avait « Ok, vous avez raison, mais comme vous n'avez pas fourni les factures, je ne peux pas ordonner qu'ils vous remboursent quelque chose. » Vous voyez l'idée? Ça, c'est le volet commercial. C'est valable aussi sur le volet civil. Donc, la facture est un élément central de la vie des affaires. Ça, c'est un point sur lequel je tiens à appuyer avec force. Ensuite, on parle bien d'archivage. Ce n'est pas juste du stockage. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'on puisse s'assurer dans le temps de la conservation de ces attentes, de ces éléments d'ordre juridique, à savoir authenticité de l'origine, intégrité du contenu et lisibilité de la facture. Ces différentes fonctionnalités doivent être assurées à compter de l'émission de la facture et jusqu'à la fin de sa période de conservation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'article 289, grand 5 du Code général des impôts. Donc, vous avez compris, il y a des mots qui sont importants, intégrité, il y a des mots comme disponibilité, authenticité, lisibilité, traçabilité, qui sont des mots que tout tiers archiveur a un jour ou l'autre entendu. Et je pense que c'est très important pour les plateformes agréées qui conservent, qui archivent les factures pour le compte de leurs clients, de répondre à ces exigences. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des normes qui permettent d'y faire face, comme la norme Z42013 ou la Z42020, et des déclinaisons au niveau de l'ISO. Mais vous avez aussi une autre réflexion peut-être à avoir. Est-ce que je ne vais pas me retrouver avec une plateforme agréée qui sera aussi prestataire de services de confiance et qui, dans ce cas-là, va fournir le service d'archivage électronique qui a été défini dans la dernière version du règlement IDAS? Et dans ce cas-là, est-ce que le service d'archivage électronique sera qualifié ou pas qualifié? Mais ces questions que je vous mets en avant ne sont pas des questions qui sont là pour vous dire il faut différer notre prise de décision. Bien au contraire. Vous avez des prestataires qui ont les certifications Z42013. On verra plus tard sur le service d'archivage électronique qualifié ou pas. Peut-être que ça vaudra le coup d'y passer, mais pour l'instant, aujourd'hui, on peut très bien coupler la plateforme agréée avec une offre d'archivage à vocation probatoire certifiée Z42013 ou en tout cas en conformité avec cette dernière norme. Donc, je pense que c'est très important d'avoir ces éléments à l'esprit pour pouvoir prouver tout cela. Donc, bien comprendre que ces éléments, peut-être que dans une prochaine version d'un MOFIP, on aura plus de précision sur ce qui est attendu. Peut-être que ce sera déjà précisé, il faut être conforme à telle norme, etc. Là, pour l'instant, je vous parle à un instant d'honnêteté où les réponses ne sont pas données. On verra demain. Mais aujourd'hui, en tout cas, ma recommandation, mon conseil, c'est celui-là. Bien comprendre aussi qu'il y a des durées de conservation qui vont être différentes. La durée en matière fiscale, ça va être alors 3 ans, plus 3 ans, plus l'année en cours.
donc c'est l'article L102B du livre de procédure fiscale. Je vous ai dit 10 ans en matière commerciale, article L123-22 du Code de commerce. Mais vous le comprenez bien, on doit, par rapport à ça, être vigilant. Ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est déterminer quel est le type de facture électronique. Est-ce que je vais avoir une facture électronique signée conformément aux attentes de l'article 289 du CGI, une facture EDI, les vieux modèles qui datent des années 90, enfin, qui sont reconnus par les textes fiscaux depuis les années 90, excusez-moi, c'était avant d'ailleurs, ça existait avant, mais la reconnaissance date de 90. Ou des factures électroniques avec un petit scellement à la place, un cachet, ou le dernier, c'est la facture avec la piste d'audit. Et dans ce cadre-là, il va falloir déterminer qu'est-ce que je conserve par type de facture électronique. Donc là, on peut renvoyer au BOFIP parce que le BOFIP avait déjà traité de la question de qu'est-ce qu'il faut conserver par rapport à la facture. Donc il y a des éléments qui rentrent en jeu, notamment, par exemple, toute la documentation, toute la documentation relative à l'établissement de la piste d'audit lorsque je prends une facture électronique avec la piste d'audit fiable. Donc, on m'a posé également, en tout cas, Chantal, tu m'as posé la question de savoir quels étaient les risques. Pour terminer sur la dernière question, si on ne peut pas démontrer l'existence d'une facture client, on a une pénalité de 50% des montants facturés, article 1737 du Code général des impôts. Si on se retrouve, là c'est pour les factures clients vente, si c'est une facture fournisseur, il y a un risque de rejet de la déduction des charges, article L55 du livre de procédure fiscale. Et si on n'a pas conservé les pièces comptables, l'entreprise risque tout simplement un rejet de sa comptabilité. Vous le voyez, on doit être conforme à la réforme, on doit aussi prendre en considération les normes en matière d'archivage. C'est aussi essentiel. Et je ne suis pas sûr que, en l'état, ces éléments soient pris en compte par l'ensemble des plateformes agréées, en tout cas celles qui ne font pas partie de la FNTC. Je joue pour mon camp, d'accord, mais c'est sincère. Voilà. Oui, non, je pense qu'il faut qu'on soit vigilant et au sein de nos organisations, partager et dire qu'il faut faire attention, quoi, et être présent pour les archivistes. Alors, on va enchaîner. Amélie, est-ce que si l'on met en place une solution Europe, est-ce qu'on peut mettre en place une solution en Europe? Est-ce qu'il y a une solution unique d'archivage? Est-ce qu'elle doit être centralisée ou pas? Et puis, le gros bloc de l'arrivée d'ASV2 et le service d'archivage qualifié. Est-ce qu'on peut continuer d'archiver dans notre SAE s'il est conforme EZ 42013, mais pas certifié? Là, on va aussi avoir une très bonne définition et un peu une clarification, je pense, qui est nécessaire. Donc, déjà, ça fait un gros bloc de questions. Mais pour la partie, est-ce qu'on peut mettre en place une solution Europe? Donc là, on parle bien de l'archivage, on parle bien de l'archivage des factures. En Europe, les réglementations sur la facturation électronique, pour certaines, n'imposent pas l'archivage, pour d'autres, oui. La majorité l'impose, et pour une durée de 10 ans. Donc, effectivement, on pourrait mettre en place sans problème une solution européenne d'archivage. De toute manière, c'est le choix du donneur d'ordre et c'est sa responsabilité sur la solution qu'il décide d'utiliser, avec toujours ses recommandations en termes de sécurité, en termes de situation des données, où est-ce que les données sont situées, est-ce qu'elles sont bien en Europe, etc. Voilà. Une solution unique d'archivage, centralisée ou non, pour moi, ce sont clairement des questions qui relèvent du métier, de vos critères et des solutions que vous consultez en face. C'est-à-dire que, effectivement, si vous avez des gestions décentralisées et puis que vous avez des besoins de pouvoir avoir des utilisateurs qui aient accès
par exemple aux archives, aux factures archivées en Espagne ou celles archivées en Allemagne, je ne vois pas de contre-indication à ce que vous ayez un outil qui vous permette de le faire. Il n'y a pas de problème. Comme le disait Pascal, avec l'arrivée des IDAS, on va se retrouver dans une configuration où on va avoir le règlement IDAS, il apporte un aspect juridique à certaines pratiques de la dématérialisation. Aujourd'hui, si vous mettez en place tout simplement une solution en Europe, la réglementation qui prévaut, ce sont les réglementations nationales. Une norme, une certification sur laquelle vous pouvez vous reposer, la ISO 14641, qui est aujourd'hui la norme internationale de référence. Une norme européenne va normalement bientôt être publiée sur l'archivage à vocation probatoire. Et donc, vous pourrez aussi aisément vous baser sur les exigences de cette norme pour pouvoir choisir votre prestataire et avoir la garantie que la vocation probatoire telle qu'on la connaît en France sera bien respectée à l'international. Ça, c'est la première chose. Maintenant, le règlement IDAS, il va nous apporter un cadre juridique. Le règlement IDAS, il va dire quoi? Enfin, il dit quoi? Parce qu'il existe déjà, hein, mais ce règlement IDAS, il va dire que si on utilise un service qualifié, c'est comme pour la signature. Si on utilise un service qualifié d'archivage, j'ai la présomption de fiabilité, d'intégrité. Ça veut dire qu'en cas de litige, moi, je ne fais rien. Je ne présente rien. C'est à celui qui m'accuse de venir démontrer que j'ai tort. Parce que moi, c'est comme la présomption d'innocence. Voilà, c'est pareil. Moi, je suis présumé fiable. J'utilise un service qualifié. Voilà. Donc, ça vous donne le renversement de la charge de la preuve. Mais, attention, ce que dit aussi le règlement IDAS, c'est que d'un point de vue juridique, on ne peut pas rejeter une archive en tant que preuve au seul motif que ce n'est pas, qu'elle n'a pas été archivée dans un système qualifié. Comme je vous le disais, c'est exactement la même chose que pour les signatures. Une signature, aujourd'hui, je peux signer avec du qualifié, c'est le plus haut niveau, j'ai la meilleure garantie juridique. Je peux signer avec de la signature simple, c'est le plus bas niveau, j'ai beaucoup moins de garantie juridique, mais on ne peut pas me refuser cette signature comme preuve. Je devrais apporter les preuves, mais on ne peut pas me la refuser. D'accord? Donc ça, c'est important. Ça veut dire que vous n'aurez pas l'obligation d'aller sur des outils qui vous proposent ce service-là d'archivage qualifié. Par contre, c'est à vous, vis-à-vis de votre gestion des archives, des gestions de l'information et vis-à-vis des gestions de risques que vous mettez en place, de savoir identifier, est-ce que j'ai dans mon organisation une archive, soit-elle une facture ou pas, hein? C'est la même chose. Est-ce que j'ai dans mon organisation une archive sur laquelle j'ai un risque juridique et financier en cas de litige tellement fort que je dois absolument me protéger de tous les côtés et donc avoir la meilleure garantie juridique. Dans ce cas-là, vous allez sur un service, vous irez sur un service qualifié lorsque les premiers seront qualifiés, puisque ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Comme le disait Pascal, les actes d'exécution qui permettront au pays de venir certifier, on va dire, les services qualifiés n'existent pas encore. Donc, on n'est pas encore là. OK ? Concernant la facture, j'ai envie de vous dire, c'est la même chose. Concernant la facture, ou archiver ma facture, les PDP vont vous proposer de l'archivage. Elles vont vous en proposer, c'est comme ça. Alors, elles vont proposer soit de l'archivage certifié, soit de la conservation. Voilà, peut-être qu'elles vont vous proposer quelque chose. Vous, si vous avez dans vos organisations une politique d'archivage, une gestion, c'est-à-dire une procédure de gestion de l'information qui est déjà définie, avec déjà un outil, bien évidemment que vous avez tout intérêt à tout centraliser dans votre outil. Mais là, vous allez faire face à, effectivement, vis-à-vis de votre projet de réforme électronique, aller voir le prestataire de la plateforme agréée, leur dire, OK, moi, j'ai de l'archivage,
par quel biais technique est-ce qu'on peut prendre les factures chez vous, venir les verser dans mon système d'archivage. Voilà, avec les métadonnées dont j'ai besoin, etc., etc. Donc, vous pouvez le faire. Et si vous ne souhaitez pas le faire parce que vous avez défini en interne que le stockage ou la conservation qui est proposé par votre PDP, bien qu'il ne soit pas certifié, est suffisant parce que vos factures ne représentent pas un risque juridique ou financier en cas de litige, alors vous pouvez les laisser là-bas. Mais il faut juste être conscient de qui fait quoi et quel est le niveau de sécurité, le niveau de vocation probatoire que je veux amener à mes factures. Voilà, comme vous le faites actuellement avec toutes les autres archives de votre organisation. Merci Amélie. Donc du coup, Karine, est-ce que tu peux compléter la réponse d'Amélie? C'est est-ce que la plateforme agréée va automatiquement archiver? Donc Amélie a commencé à aborder le sujet. Oui. Et si c'est Alors, le cas, à quel point de vigilance nous devons avoir? Est-ce qu'on doit demander une clause spécifique? On doit définir des règles? Enfin, quels critères demander? Voilà. Alors, Amélie a déjà apporté quelques réponses. Alors, la plupart des plateformes agréées vont proposer des offres d'archivage. La plupart, donc, mais après, ça dépend, comme l'a précisé Amélie, ça dépend de votre stratégie, vous, en interne, au niveau de chaque entreprise. Est-ce que vous souhaitez internaliser ou externaliser? Si vous avez déjà des politiques d'archivage, comme l'a dit Amélie, ben, peut-être vous allez vouloir centraliser et pas externaliser vos factures. Tout dépendra de votre stratégie et de votre gestion des risques. Ça, c'est très important. Donc, après, c'est difficile parfois, si vous allez faire appel à une plateforme agréée, de pouvoir aussi décorréler le traitement de la facture de son archivage, parce que généralement, même actuellement, hein, sans être plateforme agréée, les prestataires de démat proposent cet archivage. Donc, s'ils proposent cet archivage, il va falloir bien être vigilant dans vos contrats. Il faut vraiment que ce soit bien encadré, les conditions d'archivage, si l'archivage que propose la plateforme agréée est bien un archivage à valeur probatoire, si sont les certifications applicables à l'archivage. Il va falloir que vous soyez vigilant et que ce soit très bien encadré contractuellement. Mais encore une fois, c'est au libre choix, et comme l'a bien dit Amélie, si vous voulez un dispositif avec une fiabilité optimum, faut vous retourner vers des plateformes agréées qui vont proposer, voire des prestataires de confiance qui vont vous proposer un archivage qualifié, même si ce n'est pas obligatoire, mais il y aura une présomption de fiabilité optimum si l'archivage est qualifié. Donc, tu recommandes de mettre une clause spécifique si on passe par une plateforme? Oui, c'est déjà le cas aujourd'hui, hein, qu'on traite avec une plateforme de démat. Déjà, il y a généralement des clauses propres à toute la réglementation inhérente à la facturation électronique et son archivage. Donc oui, moi je suis juriste, donc je plaide plus pour ça, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit très encadré au niveau des contrats. Et pour revenir à ce que dit tout à l'heure Pascal, c'est également important de faire le choix d'une plateforme agréée qui va vous proposer aussi des clauses de réversibilité en cas de, si vous souhaitez pour X raisons changer de plateforme agréée, ou en cas justement de perte d'immatriculation. Généralement, ça va être la réversibilité, les conditions de réversibilité qui vont vous garantir une sécurité en cas de problème. Super, merci. Donc, nous arrivons au terme. Merci à vous trois. J'espère que ça a répondu et éclairé le sujet. Nous avons 2 questions concernant l'archivage. Donc, vous en avez déjà parlé, surtout Pascal, au tout début. Est-ce que les factures qui font foi ne sont-elles pas celles qui sont archivées par un tiers de confiance? Est-ce que quelqu'un peut repréciser, lequel d'entre vous?
Parce que Pascal t'en a parlé, Amélie aussi. Ok. Moi, par rapport à ça, en fait, la question pour moi, c'est on doit faire en sorte que l'assujetti puisse répondre à ses exigences de présentation en cas de contrôle fiscal. Donc, l'archivage, le service d'archivage électronique, est-ce qu'on va se retrouver chez un tiers archiveur? Si c'est un tiers archiveur, bien évidemment, on pourra considérer que la facture archivée chez ce dernier est suffisamment fiable pour convaincre l'administration fiscale du bien fondé de ces éléments. On pourra également avoir on aura la possibilité de voir la même chose avec un service d'archivage électronique lorsque le règlement IDAS et les textes d'application du règlement IDAS seront passés, on pourra aussi le voir par rapport à ça. Est-ce que c'est forcément comme cela que cela doit se faire? Après, c'est une autre question. Peut-être que vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui aura développé un système d'archivage électronique en interne. Vous aurez la plateforme agréée qui sera super, mais ils ont un super SAE en interne et dans ce cas-là, ils feront le passe-plat avec le SAE interne et qui sera de bonne qualité. Donc, ce n'est pas forcément uniquement le tiers de confiance. Le tiers de confiance, c'est vachement bien, mais ce n'est pas la seule voie. Et pourtant, je fais partie de la FNTC, mais d'un point de vue juridique, ce n'est pas la seule voie possible. C'est la meilleure, mais ce n'est pas la seule. Mais effectivement, je crois qu'il y a une autre question qui tourne aussi autour des SAE. Et je pense que c'est ça qui est peut-être pas très clair, parce que les factures vont être à la fois chez la plateforme agréée et peuvent être basculées dans un SAE. Donc, combien de temps elles restent dans la plateforme? Et est-ce qu'on peut imaginer qu'on doit envoyer un exemplaire dans son SAE et un autre exemplaire dans sa plateforme? Je crois que c'est ça. Alors, si je peux me permettre, par rapport à la question, est-ce qu'on peut récupérer, est-ce qu'on peut imaginer envoyer une facture sur la plateforme agréée et une facture au SAE? Alors, premièrement, ça ne fonctionnera qu'avec les factures sortantes. Factures entrantes, vous pouvez les récupérer, les verser depuis vos logiciels internes ou depuis l'APA, mais vous ne les avez pas, vous, à l'origine. Et ensuite, on ne recommande pas le fait d'envoyer directement, en même temps que vous envoyez une facture une facture sortante, en même temps que vous l'envoyez sur l'APA. On ne recommande pas de faire un double envoi sur l'archivage. Pourquoi? Parce que si la facture, elle est rejetée par la plateforme, si la facture rejetée, c'est un rejet technique. Et mettons, si elle est rejetée par la plateforme, celle que vous avez mise en archivage, elle ne vous sert plus à rien. D'accord? Si la facture, elle arrive chez le destinataire la refuse, il va y avoir un avoir. Il va y avoir derrière une nouvelle facture. D'accord? Donc, c'est juste que si vous le traitez de cette manière en parallèle, vous allez tout le temps devoir vous assurer que la facture que vous avez, c'est bien la facture qui a été comptabilisée, etc., etc. D'accord? Donc, il faudra juste que vous fassiez les bons parallèles. Voilà. Et après, l'autre question que tu as posée, Chantal? C'était justement les factures vont être à la fois sur la plateforme et dans le SAE. Donc, comment on gère ces doublons quelque part? Et quelle est la durée de vie, par exemple, dans la plateforme des factures? Dans l'APA, ça dépend de ce que l'APA vous propose. Ça dépend de chaque PA. La PA, les PA ont l'obligation de stocker chez elles, pour elles. Elles ont l'obligation de stocker tout ce qui passe par leur plateforme pendant 10 ans. Mais c'est pour elles. Elles n'ont pas l'obligation de mettre ce stockage à disposition. D'accord? Donc après, qu'est-ce que vous met à disposition l'APA? Ça, c'est en fonction de l'APA. Possiblement à prévoir qu'ils vont vous mettre à disposition les choses pendant 10 ans parce qu'ils savent qu'ils doivent les garder pendant 10 ans, mais ce n'est pas une obligation de le mettre à disposition. Ok, d'accord.
Tu voulais compléter, Karine? Non, je voulais juste dire que oui, on a une obligation de… Alors, si on fait vraiment un archivage légal, pour les clients, on est obligé de l'archiver 10 ans, mais également, on est obligé de conserver 10 ans ces factures parce qu'on a une obligation de conservation et de traçabilité. Et ce point est audité, va être audité dans le cadre des futures plateformes agréées. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir prouver qu'on trace et qu'on garde tous les éléments de traitement de la facture et qu'on les archive. Mais c'est plus de la conservation au titre d'une piste d'audit et de traçabilité au niveau de la plateforme. Ok, super. Alors, est-ce qu'il y a d'autres réactions? Alors, je vois un commentaire. Mais une fois qu'elle a transmis à la PPF, elle pourrait s'en passer. C'est un commentaire par rapport à la réponse? S'en passer de quoi? Se passer de la facture? S'en passer de… Au PPF, on n'envoie pas la facture, on envoie des données, des données extraits de la facture. On n'envoie pas la facture au PPF. Le PPF, c'est un concentrateur de données qui va centraliser toutes les données qui transitent et qui sont envoyées par les plateformes agréées pour le compte de leurs clients et ensuite qui va transmettre tout ça à l'administration fiscale. Donc, je ne sais pas, il faudrait donner un peu plus de précision à ce commentaire pour qu'on puisse répondre. Ouais, on va passer à la question suivante. Okay. Pourquoi n'y a-t-il pas un format officiel de stockage des factures dans un système d'archivage? Il existe aujourd'hui plusieurs formats possibles, PDF avec XML intégré, etc., qui rendent le stockage plus complexe. La lisibilité de la facture au travers du PDF est plus simple pour les utilisateurs que le fichier HTML. Qui souhaite répondre? Il y a quand même des formats qui sont hybrides, qui sont proposés. On n'a peut-être pas parlé assez des formats, ce qu'on appelle des formats du socle, les formats de la réforme. Donc, il faut que les formats acceptés, c'est soit des formats full structurés, UBL, C2I. Alors, c'est vrai, c'est du structuré, mais on a quand même une obligation de générer un lisible à la demande des assujettis. Donc, on peut avoir une retranscription d'un fichier structuré de manière lisible. Et la solution, c'est le FactureX. Le FactureX, c'est un format hybride qui est reconnu dans le cadre de la réforme et qui est une facture PDF auquel est associé un fichier XML avec des données structurées. Donc, on peut avoir également un fichier structuré dans lequel on encapsule un PDF. Pour rajouter, pour compléter la réponse de Karine, il ne faut pas confondre l'obligation de facturation électronique et l'archivage. D'accord? C'est important parce que d'un point de vue fiscal, ce qui doit être archivé, c'est le format dans lequel on a transmis ou dans lequel on a reçu la facture. Ce format, ça peut être un format structuré, donc non lisible à l'œil humain, ou un format mixte, comme le disait Karine, et donc là, il y a un PDF. Maintenant, votre PA, plateforme agréée, elle a l'obligation de vous fournir un lisible. Si vous recevez un UBL ou un C2I qui sont des XML, elle a l'obligation de vous fournir un lisible. Vous, si vous voulez faire l'archivage, où que ce soit, vous pouvez demander à votre PA, est-ce que vous êtes en capacité de me fournir un lisible de la facture, quel que soit le format de celle-ci? Et cela peut devenir pour vous, par exemple, un critère de choix d'une plateforme agréée. Parce que vous allez dire, bah oui, moi j'ai besoin des lisibles parce que moi je vais l'archiver et je veux archiver la facture originale, c'est-à-dire dans le format original fiscal dans lequel je l'ai reçu ou envoyé, et je veux avoir aussi le lisible. D'accord? Et il y avait une autre… oui, bon voilà, pour cette question-là. Ah oui, il y avait la question suivante. Est-ce que toutes les traces d'échange historiques doivent être mises à disposition de son client par la PA si l'archivage à valeur probante a été souscrit? Faut-il le prévoir dans les clauses contractuelles?
encore une fois, plateforme agréée, système d'archivage certifié. Peut-être qu'un acteur va vous proposer les deux, mais les normes et les réglementations et surtout les normes qui régissent les deux ne sont pas les mêmes. Donc, la plateforme agréée, elle doit, c'est son obligation vis-à-vis de la DGFiP, elle doit garantir une certaine traçabilité. Est-ce que cette traçabilité, elle veut la mettre à votre disposition ou pas? C'est son choix. Un système d'archivage à vocation probatoire a des journaux et ces journaux, vous avez un dossier de preuve qui est mis à disposition puisque c'est bien la différence entre un outil certifié et un outil non certifié. C'est que l'outil certifié, il doit vous mettre à disposition les preuves qui garantissent l'intégrité, l'authenticité, la pérennité des archives et leur sécurité. Et on doit vous les mettre à disposition. Donc ça, c'est une obligation du SAE. Donc, si on va plus loin, s'il y a une plateforme agréée qui vous propose un service certifié NF461 d'archivage, alors oui, effectivement, il serait normal que dans le service d'archivage qu'il vous propose, ils vous mettent à disposition les traces, donc les journaux de preuve qui doivent être associés à l'archive. Mais ces journaux de preuve, ce sont les preuves de l'archivage, pas de tout ce qui s'est passé dans la PA. Ça reste dans la PA. Oui, c'est ça qu'il va falloir clarifier, quoi. Chaque outil a son usage. C'est important. Parce que là, on parle des deux sujets, mais attention, la réglementation, c'est une réglementation. On a un nouvel acteur qui est la PA. Le PA n'a pas l'obligation d'archiver pour vous les factures et encore moins d'avoir un système certifié d'archivage. La PA est agréée par l'État pour envoyer, recevoir des factures avec d'autres plateformes et pour envoyer des données à la DGFiP. Pas l'obligation d'archiver. C'est un service supplémentaire que peuvent, si elles le souhaitent, proposer les PA. Et donc, vous voyez bien les deux différences. Oui. Merci pour la clarification. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Je pense que non. Est-ce que des personnes ont déjà une plateforme agréée, un système d'archivage? Mais là, on ne le saura pas. Enfin, si vous pouvez répondre, mais voilà. S'il n'y a pas d'autres réactions, bon, il nous reste encore quelques petites minutes pour la conclusion. Donc déjà, merci beaucoup Amélie, Karine, Pascal pour votre présentation. J'espère que ça vous a permis de clarifier un petit peu là où nous en sommes. Sachant que ça faut suivre toujours ce qui se passe, de toute manière. Ça va évoluer. Il est temps de se mettre en marche, parce que vous avez quand même rappelé que, notamment Pascal, que tu n'étais pas persuadé que tout le monde était déjà prêt. Je pense que c'est le cas. Donc, comme tu disais aussi Amélie, c'est un projet informatique. Ça ne se fait pas en 2 jours, parce que les plateformes, elles ne sont pas si nombreuses que ça en France à être agréées. Donc, ça veut dire que si tout le monde se jette sur elles, ça va être un peu encombré. Et simplement pour la conclusion, où doit se placer l'archiviste, à votre avis? Quel rôle va-t-il jouer et comment doit-il se préparer? En écoutant déjà cette visio, mais une autre petite phase de conclusion. Qui veut commencer? Amélie? Oui, c'est un peu en rapport avec ce que je disais sur la réponse à la dernière question, c'est-à-dire que il ne faut pas confondre, mais il ne faut pas exclure. Et ça, c'est important parce que l'archivage, c'est tout le temps, souvent, la dernière roue du carrosse. Donc, comme on l'a dit, vous l'avez compris, la plateforme agréée, vous allez en avoir une ou vous allez en avoir plusieurs dans votre organisation, selon votre taille, vos besoins, etc. Il va y avoir un projet informatique à faire parce que forcément, c'est en général des projets qui sont gérés par la DAF, la DSI, ou l'un ou l'autre ou les deux. Et en général, derrière, il va falloir s'intégrer avec les logiciels de facturation et de comptabilité que vous avez. Et on ne pense jamais, moi je vois très peu d'entreprises qui viennent nous consulter et qui ont déjà réfléchi à l'archivage, qui nous disent, moi j'ai déjà un SAE qui est certifié, on fonctionne comme ça, donc je vais avoir besoin que les factures, vous me les versiez dans le SAE, qu'est-ce que vous mettez à disposition, je vais avoir besoin de telle métadonnée, etc. etc. On ne le voit que très rarement. Donc il est important de prendre ça en compte. Si, comme on l'a dit tout à l'heure,
l'analyse de risque que vous avez fait vous amène à dire qu'effectivement, il faut que les factures aillent dans l'archivage certifié, qui est certes plus coûteux qu'un simple stockage ou qu'une simple conservation. Je laisse ensuite. Donc, votre place, elle est centrale si l'analyse de risque, voilà, dans tous les cas, est centrale aussi dans la prise de décision de votre organisation. Au sein du CR2PA, tu prêches des convaincus, mais effectivement, il faut enfoncer les portes pour dire nous on existe et on peut vous accompagner. Et puis regardez le replay qui sera mis en ligne et diffusé au sein de vos entreprises. Ça peut être pas mal aussi. Pascal, tu as un mot de conclusion? Bon, je rejoins grandement Amélie sur ces conclusions. Un archiviste est souvent peu lié au projet de facturation électronique. C'est souvent les DAF et autres, et c'est une erreur. Voilà. Ce n'est pas pour faire plaisir au CR2PA ou quoi que ce soit, mais c'est souvent une erreur parce que l'archivage, c'est ce qui suit lorsqu'on a besoin de preuves en cas de litige ou de pré-litige, juste d'une vérification qui peut être faite. Et je me souviens notamment, il y a de ça quelques années, dans le cadre d'une mutuelle, la DVNI était venue voir par rapport aux factures et la direction, la DAF avait une vision plus ou moins floue de où pouvaient se trouver les factures à proprement parler. Et il manquait le lien avec justement les personnes qui étaient en charge de l'archivage au sein de la structure. Et donc, il y a eu un gros travail qui a dû être fait en aval pour essayer de faire en sorte que les directions se comprennent et se complètent. Voilà, moi je prêche justement pour que vous soyez au début de ce type de projet, parce que vous êtes sur quelque chose qui ne relève pas de la réforme à proprement dit, mais qui est tellement important pour la vie des affaires. Merci pour ce message. C'est valable pour toutes les données au sein de nos organisations. Et Karine? Alors moi, je vais quand même rapprocher l'archivage de la facture quand même. Donc l'archivage, c'est très important, d'autant plus si vous choisissez le mode de sécurisation qui est la piste d'audit fiable. C'est ce qui permet de mettre en place une piste d'audit fiable, c'est de rapprocher sa facture de d'autres documents internes, que ce soit la commande, que ce soit un bon de livraison, que ce soit un avis de paiement, que ce soit un contrat. Et tout ça doit être archivé. Donc l'archivage, c'est très important et il ne faut pas le négliger. Et je finirai par dire qu'il faut vous y mettre à cette réforme parce que il y a quand même une notion, il y a des données obligatoires qui vont être obligatoires, enfin des nouvelles données qui sont obligatoires qu'aujourd'hui vous ne générez pas forcément au niveau de vos systèmes d'information. Et il y a un gros travail à mettre en place en amont de gap analysis, de mise en conformité. Et les plateformes agréées sont là pour vous aider à cette mise en conformité et vous proposer des services associés d'archivage des données et des factures et des documents autour de la facture qui va vous permettre de garantir votre piste d'audit fiable. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous trois. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça a éclairé pas mal de questions que vous pouviez vous poser. N'hésitez pas à solliciter les deux associations. On pourra essayer de voir en quelle mesure on peut vous répondre ou vous conseiller. Et je vous dis à bientôt. Peut-être que vous pouvez remettre tous les trois vos caméras pour qu'on vous fasse au revoir. Moi, je ne peux pas, Merci je suis vraiment désolée. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, bonne fin de journée, bon week-end.